Il est 21 h à Yaou, à Assé, à Kradougou et à Kong. Mesdames et messieurs, recevez nos salutations les plus distinguées. Football ivoirien, que retenir pour l'année 2022? C'est le thème bilan de ce numéro 46 de troisième mi-temps. Alors aujourd'hui, la présentation de ce numéro sera un peu différente. Les 4 consultants ne seront pas sur le plateau en même temps. Ils vont venir à tour de rôle pour exposer ce qu'ils auront retenu comme élément important au niveau du sport pour l'année 2022. Tout de suite, nous recevons sur ce plateau M. Magloire Diop. Merci de nous rejoindre et merci d'être avec nous, Magloire Diop. Bonsoir Sébastien. Vous avez retenu pour l'année 2022 l'équipe nationale de football. Alors, Magloire Diop, du Kono à Idriss Diallo, le management de l'équipe nationale a-t-il évolué? Écoutez, Sébastien, je pense que du temps du Kono, il y avait quand même un flou dans la chaîne hiérarchique de l'équipe nationale. On ne savait pas au juste qui faisait quoi, de telle sorte qu'on a eu l'impression par moment que l'équipe nationale était laissée à l'abandon. Et autre chose qu'on pouvait noter du temps du Kono, c'est qu'il y avait une sorte de guéguerre qui avait été installée par le comité de normalisation avec l'ex-comité exécutif. Et cette guéguerre-là, ajoutée à des réformes internes qui avaient été initiées par le comité de normalisation. Il y avait par exemple une réforme au niveau des primes et tout ça. Alors ça avait entraîné un climat quand même un peu malsain au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et puis, troisième point qu'on peut noter aussi, c'est qu'on se souvient également que de nombreux joueurs avaient décliné la sélection. On se souvient de Seko Fofana, on se souvient également de Wilfried Senghor, et puis un peu par la suite Emmanuel Agbadou. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que avec l'avènement du président Idriss Diallo, l'environnement de l'équipe nationale est devenu un peu plus professionnel, avec un management un peu plus conventionnel. Je pense que ça, on peut le noter. Alors, on peut noter aussi que, si vous permettez, je termine, on peut noter aussi que le nouveau comité exécutif a poursuivi la tendance en confiant l'encadrement technique à un Européen, ce qui avait été le cas pour l'ex-comité exécutif et puis le comité de normalisation. Mais un dernier point quand même qu'il faut reconnaître au comité de normalisation, c'est que le comité de normalisation savait trouver des matchs amicaux de meilleure qualité. Et ça, il faut le lui reconnaître. Mais vous n'avez jamais apprécié la venue du Kono? Jamais. Jamais, j'ai jamais apprécié la nomination du comité de normalisation. Et pour moi, c'est un point noir dans l'histoire du football ivoirien. À ne jamais recommencer? Je souhaite qu'on ne vive plus jamais cela. Et je précise toujours que ce n'est pas les personnes qui composent le comité de normalisation qui sont mon problème. Non, pas du tout. Ça, il faut que cela soit clair. Mais c'est l'organe, c'est le principe même du comité de normalisation que je n'approuve pas du tout. Et je pense que le football ivoirien gagnerait à faire en sorte que plus jamais il n'y ait de comité de normalisation à sa tête. Voilà. Pour moi, le comité de normalisation a fait plus de mal que de bien au football ivoirien. Et donc, je suis heureux qu'on ait un comité exécutif élu qui nous ramène dans les standards du football, comme c'est le cas actuellement au niveau de l'équipe nationale, au niveau du management de l'équipe nationale. Alors, de Patrice Baumel à Jean-Louis Gasset, qu'est-ce qui a changé dans le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire? Écoutez, Sébastien, je pense que vous connaissez mon point de vue sur Patrice Baumel. C'est un entraîneur dont j'ai très peu approuvé aussi les méthodes et puis le coaching. Je pense qu'il a montré ses limites et cela s'est démontré dans les résultats insatisfaisants que nous avons enregistrés. On se souvient que l'équipe nationale n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde
2022. Et puis ensuite, alors que moi, je faisais partie de ceux qui appelaient quand même à ce qu'à 2 mois de la compétition, on change l'entraîneur. Il a été maintenu par le comité de normalisation et on n'a pas connu meilleur sort à la CAN. Nous avons été éliminés en 8e de finale. On a régressé parce que l'édition précédente, on était dans le top 8. Et donc, ça avait été quand même une expérience douloureuse avec Patrice Baumel. Maintenant, Jean-Louis Gasset qui arrive, il a pour mission de nous construire une équipe beaucoup plus compétitive qui va nous mener jusqu'à la CAN 2023 qui aura lieu en janvier 2024. Et la mission qu'il a, en tout cas, le comité exécutif peut dire ce qu'il veut, même nous, pour nous, la mission, ça doit être de remporter cette coupe-là. Donc, à lui maintenant de construire une équipe compétitive pour pouvoir remporter cette coupe-là. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des certitudes dans le travail que Jean-Louis Gasset est en train de faire, notamment au milieu du terrain. Vraiment, la Côte d'Ivoire actuellement a, pour moi, le meilleur milieu de terrain d'Afrique. Donc, on a des certitudes au milieu du terrain. On a des certitudes également au niveau des latéraux et nous avons des certitudes également en attaque. Mais il y a encore quelques problèmes pour lesquels Jean-Louis Gasset gagnerait à trouver des problèmes. On a la charnière défensive dans l'axe. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à trouver la meilleure combinaison. Et puis également, le problème d'avant-centre, il n'arrive pas à se décider, surtout en l'absence de Sébastien Haller, il n'arrive pas à se décider. Maintenant, alors, s'il n'arrive pas à se décider, est-ce que vous pensez que le temps... C'est vrai que pour nous, on s'est dit que 2024, c'est encore loin, mais est-ce que pour vous, il peut trouver cet attaquant? Non, moi je pense qu'il a des joueurs qu'il peut utiliser. Moi, je suis tombé sous le charme, notamment de Jean-Philippe Crasso. Je pense que c'est un joueur qu'on peut responsabiliser en l'absence de Sébastien Haller. Il me semble, sur les matchs qui ont été joués, pour moi, il m'est apparu l'avant-centre le plus percutant, le plus mobile, celui qui peut s'intégrer dans presque tous les systèmes. Et donc, pour moi, c'est celui qui se dégage comme le meilleur. Mais je vais dire, c'est une question de choix. Et au niveau de Jean-Louis Gasset. Mais le grand problème avec Jean-Louis Gasset, je pense que c'est au niveau de la préparation psychologique, au niveau mental. Voilà. Je doute un peu de son discours et puis de ses méthodes. Sur ce plateau, vous vous souvenez, j'avais dit, je ne peux pas comprendre qu'un sélectionneur vienne nous dire que 17 joueurs qu'il a mis sur le terrain ne se sont pas impliqués dans le jeu face au Burkina Faso. Ça, je n'arrive pas à comprendre cela. 17 joueurs, que 2-3 ne s'impliquent pas, je peux comprendre, mais que 17 ne s'impliquent pas, ça veut quand même dire qu'il y a un discours qui ne passe pas, ou du moins, il y a un discours qui n'a pas été adapté et qui nous a conduit à cette défaite-là, qui aujourd'hui apparaît un peu comme le point noir de Jean-Louis Gasset. En 2022, l'équipe nationale a disputé au total 10 matchs. 10 matchs au total. On a eu 6 victoires. Sous Jean-Louis Gasset, on a disputé 6 matchs. On a eu 4 victoires, 1 match nul et puis une défaite. En 2022, à la CAN, avec Patrice Baumel, on n'a pas perdu de match parce que face à l'Égypte, on a été éliminé au tir au but. Statistiquement, c'est un match nul. Donc, si vous voulez, la seule défaite en 2022, c'est sous Jean-Louis Gasset. Donc, ce qui veut dire quand même que autant on approuve le travail qu'il a eu à faire, autant il y a encore du chemin à faire, Sébastien Oyen. Je pense que le plus gros du travail, c'est au plan psychologique, au plan mental, et puis qu'il arrête de faire les tests. Là, nous allons en 2023. Il faut qu'il entre maintenant dans le vif du sujet. On a besoin d'une équipe qui va éprouver des systèmes, et là, des systèmes qui sont variés. On a besoin maintenant d'une équipe qui va éprouver ces systèmes-là et qui soit prête d'ici la fin de l'année 2023. Il peut progresser, hein, ces éléphants? Ah oui. C'est votre dernière question? Parce oui, que... oui. Moi, je pense que l'équipe est jeune. L'équipe est jeune. Je me suis un peu amusé à faire, à classer les éléphants en 3 catégories. Ceux que j'ai appelés les anciens, on a des champions d'Afrique parmi eux, Serge Aurier, Mas Gradel, Eric Bailly. À ceux-là, on peut ajouter Sangaré Badra Ali et Jean-Michel Seri. Et puis même à Pro aussi, même Wilfried Kano également, champion d'Afrique. Ceux-là, pour moi, c'est les anciens. La plupart sont des trentenaires. Et puis, il y a ceux qui sont les cadres, c'est-à-dire les joueurs qui ont suivi
après cette génération de 2015 là, qui est conduite par Wilfried Zaha, Pépé, et ainsi de suite. Et puis maintenant, il y a les jeunes que nous avons, qui sont les Sinali Diomandé, Odilon Kosonou, j'ai parlé tout à l'heure de Jean-Philippe Crasso, Kanga Wilfried. Tout ça, ce sont des jeunes. Amani Lazare, qui avait été appelé récemment, il y a Konaté Karim aussi, 18 ans. Je pense que l'équipe est jeune. Quand on regarde l'âge des cadres, ceux qui sont au milieu, là, la génération intermédiaire, on peut dire que cette équipe-là est arrivée, Sébastien Oyen, à maturité. Pour moi, elle est arrivée à maturité. Ce n'est plus une équipe qu'on doit prendre comme des enfants. Aujourd'hui, ils sont arrivés à maturité. Quand vous prenez Zaha, vous prenez Pépé, la plupart de ces joueurs-là, aujourd'hui, ont 28 ans, 27 ans, Sébastien Haller et autres, 28 ans, 27 ans, 25 ans. C'est vraiment l'âge de la maturité. Alors, cette équipe n'a plus droit à des excuses. Elle doit pouvoir nous gagner ce trophée-là en 2000. En janvier 2024, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Magloire Diop. Vous avez épuisé vos 10 minutes. Merci, on va se retrouver tout à l'heure. Merci, Sébastien. Le temps donc d'appeler notre consultant sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci, Sébastien. À tout à l'heure. OK. Le deuxième intervenant se nomme Kader Guilavogui. Bonsoir à vous, Kader Guilavogui. Venez vous installer. Bonsoir, Sébastien Oyen. Bonsoir, Kader. Alors, je suis très heureux de vous recevoir. Hein. Plaisir partagé, mon cher Sébastien Oyen. Je vous dis que dans quelques jours, vous serez certainement à Yamoussoukro. Parce qu'on va parler du CHAN avec la liste du sélectionneur, donc Choualo Aïdara. Et tout de suite, est-ce que pour vous, ces choix sont discutables ou bien tout va bien? Écoutez, la première monture m'a laissé quelques inquiétudes parce que j'estimais que dans cette équipe-là, il manquait des frappeurs de coups francs, je vais être direct. Il manquait des joueurs décisifs sur coup de pied arrêté, notamment Wonyou Constant, Adom Hassen du Stella, Wonyou Constant du FC San Pedro. Deux joueurs qui sont montrés extrêmement décisifs sur les coups de pied arrêtés, qui manquaient à cette liste-là. Et puis, heureusement pour Wonyou Constant, malheureusement pour Yaya Sogodogo de la SOA qui s'est blessé et qui a été remplacé par Wonyou Constant qui nous donne une âme supplémentaire sur les coups de pied arrêtés parce qu'on connaît la qualité de ce garçon-là. Donc on peut dire que cette équipe-là paraît équilibrée, même si encore au niveau de l'attaque, on va peut-être revenir dans le détail, un garçon comme Koné Mohamed Lamine de Bouaké FC aurait pu figurer dans cette liste-là. Et puis en défense, Abouké Pakom, le latéral droit qui a beaucoup d'expérience, qui également pourrait figurer. Mais dans l'ensemble, on va dire que c'est un groupe de 25 joueurs, en tout cas, qui est un mélange de joueurs d'expérience et de jeunes joueurs. Alors, on va parler donc des gardiens de but. Est-ce que pour vous, les choix des gardiens de but ont été faciles? Est-ce que ce sont les meilleurs du moment? Mais on savait plus ou moins que Aïdara Choualio allait partir à cette compétition-là avec des joueurs qui lui sont fidèles, qui sont là depuis les premières heures de sa nomination. D'abord au poste de gardien, Foli Ayayi de la SEC, et Bamba Drissa du Stade Abidjan, deux gardiens d'expérience. Et il le sait mieux que quiconque, Aïdara Choualio, aller à l'abordage d'une telle compétition sans avoir des jeux d'expérience, ce serait se tirer une balle dans le pied. Et Aïdara Choualio a décidé de partir avec des joueurs qui, on l'a dit, ont des matchs références dans les jambes, ont cette expérience du haut niveau. Bamba Drissa, d'abord le gardien du stade, qui a fait le CHAN 2016, où on a terminé 3e au Rwanda. Et puis Foli Ayayi, qui est le gardien, qui était le gardien titulaire de la SEC, qui a joué tous les matchs, qui était même son gardien titulaire dans cette équipe des locaux, et donc qui mérite et qui est logiquement appelé dans cette compétition. Alors beaucoup de personnes se disaient, mais pourquoi deux gardiens de la SEC? Mais non, il ne faut pas faire de fixation sur le club, il faut plutôt faire de fixation sur les performances. Le gardien Amin Alimi, qui rentre comme 3e gardien, c'est un gardien qui, depuis la saison dernière avec la SEC, eh bien, a terminé la saison avec la SEC. Il a joué les 7 derniers matchs de la SEC et cette saison, il a supplanté Foli Ayayi au poste de numéro 1. Ça veut dire que c'est un garçon qui a âgé de 19 ans, qui va avoir ses 20 ans le 26 février prochain et donc qui a toutes les qualités, qui a démontré qu'il avait de la lance. C'est un jeune gardien sur lequel on doit compter. Alors, on va parler maintenant des défenseurs, ceux qui sont juste à côté des gardiens de but. Et vous inspire confiance? Ah oui, parce que Aïdara Choualio a eu la sagesse et l'intelligence de mettre dans chaque compartiment de jeu des joueurs cadres. Au niveau de la défense,
Traoré Issif du Sporting Club de Gagnon avec ses 2,01 m va apporter cette solidité-là. Et puis Koulibaly Souleymane de la SEC, Divaran, cette tranquillité-là. Et puis vous avez des joueurs sur les côtés comme Atoula qui viennent, on va dire, qui sont des lieutenants de Haïdara Choilo qui ont été de toutes les batailles. Et puis des jeunes joueurs comme André Cyril de l'Is de Sassandra, le latéral droit volant qui est très percutant sur son côté gauche. Bailly Moïse de Sol FC. Et puis Aziz Chaouni de l'Is également. Et puis Badjo, un joueur qu'aime bien Aimé Tchétché pour son intelligence, pour sa relance, pour la qualité de son placement et la justesse de ses interventions. Ces joueurs-là, mon cher Sébastien Ognien, me donnent beaucoup de confiance. Et ensuite, on a le milieu du terrain aussi assez fourni quand même. Hein. Absolument. Je suis allé aller chercher les meilleurs. Le secteur de jeu qui inspire, même je l'ai dit, l'expérience, c'est bien ce milieu de terrain-là, avec Akaïsis Baudelaire, le capitaine de cette sélection, qui va disputer son 3e CHAN après ceux de 2016 et de 2018. Donc c'est une somme d'expérience. Vous avez Guamahama qui était également en 2016, qui revient pour ce CHAN-là, qui va apporter, on va dire, son expérience, son vécu. Et puis vous avez des joueurs qui ont un volume de jeu impressionnant. Zungrana de la SEC Mimosa, qui a cet abattage terrible au milieu du terrain. Konaté Abdraman également du FC San Pedro. Ou encore Wanyu Constant qui fait son retour dans cette sélection-là, qui va apporter ce jeu en box-to-box, capable de briser les lignes, capable d'apporter, comme je dis, cette différence sur les coups de pied arrêtés. Et puis Zouzoua Pacom, eh bien, le maître à jouer de cette équipe-là. On espère voir en tout cas une équipe flamboyante. Alors, ce qu'on recherche en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir beaucoup d'attaquants. Et donc, on se dit qu'on peut avoir des attaquants de valeur ici. Est-ce que ceux que Choilio Haïdara a choisis sont ceux qui peuvent nous aider à cette compétition? Absolument, absolument. C'est vrai que j'ai un pincement au cœur de ne pas voir dans cette liste, comme je l'ai dit, Kone Mohamed Lamine de Bouaké ou encore Koro Koulibaly de Sol FC pour sa vivacité, sa capacité à aller provoquer dans le 1 contre 1. Mais ceux qui sont là sont des joueurs qui non seulement sont besogneux, mais également sont des joueurs qui sont remarquables de finition. Ouattara Romaric, l'attaquant du Stade d'Abidjan. Vous avez Sila Mohamed, l'ancien buteur du championnat, qui est revenu avec cette équipe du Racing et qui fait des merveilles. Ou encore Woutro Patrick, la révélation de cette saison, qui est du côté de Lys, qui apporte cette jeunesse, cette fraîcheur-là. Ou bien des joueurs sortants comme Kramo Aubin ou Ouranissé qui vont apporter, mais c'est surtout la volonté de Choilio Haïdara de composer avec des attaquants qui sont capables de défendre, notamment Ouranissé et Kramo Aubin, qui ne vont pas rechigner devant les tâches défensives, mais qui vont surtout porter cette équipe-là dans son secteur offensif. Alors, il y a une question qui revient très souvent. Beaucoup de personnes se disent, mais pourquoi on retrouve beaucoup de joueurs de la SEC? Mais parce que c'est de cette équipe. Parce que la SEC a allé jusqu'au bout. Parce que la SEC a cumulé et les matchs du championnat, et les matchs de Ligue des Champions, et les matchs de la Coupe de la Confédération. Parce que la SEC a eu, on va dire, le bonheur d'aller jusqu'au bout de ces compétitions-là. Et ces joueurs sont en jambes. Quand vous prenez ici Aka Baudelaire, titulaire à part entière à la SEC Mimosa, qui est un travailleur infatigable. Vous prenez Djarassouba Salif, qui est également à la SEC. Zungrana, c'est pareil. Foli Ayayi, qui a disputé les matchs de la Coupe de la Confédération. El Amin, le deuxième gardien qu'on a appelé. Donc c'est parce que la SEC est arrivée jusqu'au bout de ces compétitions-là que la SEC, elle a, on va dire, la plus grande pourvoyeuse de joueurs à la sélection. Et c'est tout à fait logique. Et c'était un appel également aux autres clubs qui doivent se surpasser pour intégrer les phases finales des Coupes d'Afrique. Et c'est là qu'on juge le niveau, n'est-ce pas, d'une équipe. Sa capacité à avoir des joueurs qui jouent régulièrement les compétitions africaines. Et c'est là qu'on jugera véritablement le niveau de notre équipe. Alors, il faut noter aussi que cette compétition va se dérouler en Algérie. Et il y a aussi le froid. Est-ce que ce facteur ne va pas jouer sur nos joueurs? Oui, forcément, pour les nouveaux, pour ceux qui n'ont jamais voyagé, pour ceux qui vont découvrir la haute compétition, forcément, ce sera nouveau. Mais il ne faut pas oublier, comme j'ai dit, cette équipe-là s'appuie sur des joueurs, cadres, des joueurs qui ont l'expérience de ces compétitions-là. Mais c'est pour cela également que dans la préparation qui a commencé depuis quelques jours et qui va s'achever demain avec un match amical face à l'USI, l'équipe va rentrer à Abidjan autour du 30 décembre, va s'envoler pour la Tunisie pour se mettre dans les conditions, on va dire, de la compétition avec un stage en Algérie, qui sera, en Tunisie, pardon, qui sera marqué par 2 matchs amicaux, le 3 contre la Mauritanie et le 9 contre la Libye. Donc, pour se frotter, n'est-ce pas, pour se mettre déjà dans le bain en termes de climat, en termes d'adversité, et bien pour permettre à ces joueurs-là de s'acclimater véritablement. Alors, j'ai eu le temps de discuter un peu avec Choilio Haïdara, c'était à l'occasion de l'atelier organisé par la Direction générale des sports sur comment faire pour préparer les athlètes les Jeux olympiques. C'est un monsieur, c'est un entraîneur qui est assez confiant. Est-ce que quand vous regardez Choilio Haïdara, vous dites qu'il a un gros coup à jouer à l'occasion donc de cette compétition? Absolument, absolument. Vous savez, il fait partie des sélectionneurs qu'on aurait voulu voir à la tête de notre équipe nationale.
tout simplement, équipe nationale senior, parce qu'il a les qualités. Il a démontré par A plus B que c'est un entraîneur qui connaît sa chose, qui maîtrise le métier d'entraîneur, qui a cette science, qui a non seulement la tactique, mais surtout les mots pour remonter ses joueurs. Il a la méthode, il a les mots, il a le discours. Donc pour moi, ce n'est pas un test pour lui, parce qu'il a déjà prouvé avec les Jeux Olympiques. Pour moi, ce serait une confirmation tout simplement, parce que cet entraîneur-là, il est intelligent, il est sage, il sait ce qu'il fait. Et quand il parle, eh bien, il sait ce qu'il a, il a une idée derrière la tête. Parce que, comme j'ai dit, son équipe lui ressemble parce qu'il veut aller avec des joueurs combatifs, des joueurs qui devront démontrer qu'en Côte d'Ivoire, comme vous l'avez dit, il y a des joueurs, il y a de très bons footballeurs et il faut arrêter peut-être de regarder ailleurs, regarder sur notre propre championnat, dans notre propre championnat, parce qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire des différences. Alors, Khaled Guilavogui, nous avons disputé donc 15 journées de Ligue 1. Est-ce que pour vous, c'est suffisant pour embrasser cette compétition? Mais c'est vrai que si on aurait pu jouer un mois avant, ce serait l'idéal, mais 15 jours, je pense que c'est suffisant pour voir, en tout cas, à l'œuvre certains joueurs du championnat de Ligue 1. Je pense que Adjara Choualou s'est appuyé sur ces 15 matchs de la phase aller pour asseoir une équipe, pour compléter, comme j'ai dit, ces joueurs expérimentés-là qui sont venus, Andesiri de Lys, Zungrana Moussa de la SEC Mimosa, autre Patrick qu'on a découvert, des joueurs comme Ouattara Romaric qui se sont bien illustrés, Zouzoua Pakom également. Donc voilà, autant de joueurs qui, on l'espère, vont se vendre tout simplement parce que le CHAN, c'est pour se vendre, c'est surtout pour montrer une belle image du football ivoirien et l'occasion n'est que belle. Très souvent, on fait le combat de ces jeunes-là pour qu'on ne les appelle pas en sélection nationale, mais là, ils ont l'occasion de se vendre, de montrer véritablement qu'ils ont de la valeur parce que cette compétition-là, elle est faite pour eux. Voilà, merci beaucoup à vous, Khaled Guilavogui. Si oui, je vais rajouter juste une chose, Magloire, rappeler à Magloire qu'on a perdu 2 matchs contre l'Angleterre et contre la France. D'accord. En 2022. Alors, merci beaucoup, monsieur Khaled Guilavogui. J'ai été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Tout le plaisir. On se retrouvera tout à l'heure, avant la fin donc, de cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes toujours dans la mouvance donc, de ce dernier numéro de 3e mi-temps de l'année 2022 et il est l'heure donc de recevoir Monsieur Serge Dakouri sur ce plateau. C'est Dakouri, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. C'est un plaisir. Merci, prenez place. Alors, Monsieur Serge Dakouri, les clubs ivoiriens aux compétitions africaines, il y a eu donc la SEC Mimosa, il y a eu le Sporting Club de Gagnoa, fortune diverse. Alors aujourd'hui, la SEC toujours en course. Mais pour vous, qu'est-ce qui a fait que le Sporting Club de Gagnoa n'est pas allé loin? Je pense qu'au niveau du Sporting Club de Gagnoa, c'est dû à l'inexpérience. Mais on peut quand même noter que le Gagnoa a fait un grand pas dans cette compétition. Parce que c'est la première fois dans l'histoire que le Sporting atteint le 2e tour. Quand on regarde le championnat de Côte d'Ivoire, le Sporting a remporté une seule fois le championnat de Côte d'Ivoire en 1976. C'était l'époque des Brobeik Baka, Bizier Léon, Soumaïla Savané et autres. Et depuis, eh bien, l'équipe a changé de visage et est arrivée au second tour. Après avoir éliminé une équipe algérienne qui est JS Saoura, qui a beaucoup plus d'expérience que le Sporting, c'est une grosse performance réalisée par le Sporting Club de Gagnoa. Je serais tenté de dire que le bilan est mitigé. Pour moi, 2 clubs ivoiriens, un qui sort de la compétition, un qui continue. Mais je dirais que la SEC, en remportant son 28e titre de champion de Côte d'Ivoire, on s'attendait à voir une équipe de la SEC partie très loin en Ligue des Champions. Car pour le standing de la SEC, jouer la Coupe de la Confédération, pour moi, c'est quand même un crime de lèse-majesté. Avec le standing de la SEC, pour moi, la SEC doit boxer au niveau Espérance Tunis, au niveau Zamalek d'Égypte, au niveau WAC de Casablanca. En jouant en Coupe de la Confédération, je pense que la SEC a quelque peu régressé au niveau africain. Gagnoa n'a pas aussi d'expérience. Quand on regarde les équipes qu'elles ont affrontées, Gagnoa a joué contre une équipe libérienne inexpérimentée. Makale 0-0, retour 3-1. La SEC est tombée sur une équipe assez prenable du Coton de Ouida au premier tour, qui n'est pas une grosse cylindrée africaine. Eh bien, la SEC s'en est bien sortie. Mais quand il s'agit d'aller dans le top africain avec un club comme le Roya, malheureusement, dans ce dernier tour, la SEC a chuté. C'est dû à quoi? Eh bien, on a vu Roya venir. Cette équipe a été achetée en 2012 par le milliardaire Soirée. Et depuis,
en achetant de gros joueurs et surtout un bon entraîneur comme Lamine Ndiaye, eh bien, on a vu la différence. À l'Abidjan, en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, la SEC a perdu 1-0. Et au retour, la SEC a réussi l'exploit, mais vers la fin, Ouya a fini par égaliser. Aujourd'hui, la SEC est reversée au tour de cadrage en Coupe de la Confédération. Et malheureusement, eh bien, avec beaucoup plus d'expérience, dans un tirage au sort 100% ivoirien, puisque la SEC était opposée au Sporting Club de Gagnoa. La SEC a fait la différence, aussi bien au match aller qu'au match retour. 2-0 à l'aller, 3-2 au retour. C'est dû à l'expérience des Mimosas, dans le management des Mimosas, dans l'organisation, avec un staff technique qui n'a pas changé. C'est toujours Chevalier qui est là depuis 4 ans. Donc la maison Mimosa, il la maîtrise. Quant au Sporting, Cablan, Marcelin et autres n'ont pas la science de la Coupe d'Afrique. Et à un moment donné, les joueurs d'expérience font la différence. Et ça joue en faveur de la SEC et je pense que c'est un peu cela. Mais je dirais globalement que le bilan est mitigé pour moi. Parce que le ranking du football ivoirien, nous sommes 14e au niveau championnat. Eh bien, c'est les conséquences. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ça va jouer encore l'année prochaine. Eh bien, ce sont les résultats engendrés en Coupe africaine qui vous amènent à avoir un bon ranking au niveau africain. Et quand vous avez deux équipes qui vont, une sort et une continue, et l'autre qui continue n'est pas en Ligue des Champions, eh bien, ça joue sur le ranking. Et donc, je pense que les performances de nos clubs en Coupe africaine ne sont pas forcément assez positives dans l'ensemble. Parce que la SEC ne joue pas la Ligue des Champions, elle va jouer la Coupe de la Confédération. Le Sporting est sorti, certes, au deuxième tour. Eh bien, ce n'est pas assez... ça ne donne pas une belle visibilité des points importants pour nos équipes africaines, pour nos équipes engagées en Coupe africaine. Ça fait longtemps qu'on ne voit pas les équipes ivoiriennes dans le dernier carré africain. Il faut le reconnaître. Est-ce que la SEC n'est pas ce borgne qui cache la forêt? Le championnat de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a baissé en qualité quand on le compare au championnat de la sous-région. Vous voyez la Guinée, vous voyez le Burkina Faso, vous voyez d'autres pays qui, aujourd'hui, arrivent un peu plus loin que nous dans les compétitions africaines. Et donc, quand vous allez loin, vous gagnez des points. Quand vous ne partez pas très loin, vous ne gagnez pas des points. Alors, la SEC Mimosa, qui donc va disputer la Coupe de la Confédération africaine de football, la SEC a un niveau assez important, mais il y a une équipe comme le TP Mazembe de la République démocratique du Congo. Ensuite, on a Rivers United, Nigeria, Diable Noir de Casablanca, etc. Est-ce que vous pensez que la SEC peut s'en sortir? Ben, écoutez, honnêtement, c'est le Darling Motema Pembe et le Diable Noir du Congo, Brazza, et le champion nigérian du River United. TP Mazembe. Ce sont de grands morceaux. TP Mazembe a été éliminé par un champion d'Ouganda. C'est pas le... Darling Motema Pembe a un passé prestigieux, avec une bonne équipe prestigieuse. À l'époque, qui ont gagné beaucoup de trophées. Je crois qu'ils sont à 19 trophées internationaux. Mais aujourd'hui, la visibilité au niveau du championnat nous donne des clubs comme V-Club, et nous donne aussi le TP Mazembe et aussi d'autres comme Saint-Éloi Lipopo. Aujourd'hui, Darling Club Motema Pembe ne fait plus partie de la grosse hiérarchie. Aujourd'hui, il y a Saint-Éloi Mipopo et il y a aussi le V-Club qui était entraîné par l'ancien coach international. Donc, je veux dire, l'essence de la SEC existe. Mais honnêtement, la plupart des joueurs congolais évoluent très souvent au pays. Il y a peu qui sortent. Et donc, ils ont peut-être cet avantage de ne pas perdre très souvent les matchs à la maison. Et puis, il faut remarquer que la moyenne d'âge est toujours de plus de 25 ans. C'est des joueurs qui évoluent beaucoup au pays, qui ne voyagent peu et qui sont un peu expérimentés. Donc, ils sont difficilement jouables à domicile. Il faut reconnaître que le stade de Kinshasa, le stade de Marty, n'a pas une belle pelouse. La peut-être belle pelouse qu'on a, c'est au stade Kamalondo, du côté du TP Mazembe à Lumbashi. Donc, sur leur terrain, ils ont des repères. La SEC évolue souvent sur des terrains où la pelouse est bonne. Donc, la mauvaise qualité de la pelouse peut être un handicap pour la qualité de jeu des joueurs de la SEC qui aiment jouer le ballon dans les pieds. Mais s'ils réussissent à réaliser de bons exploits à l'extérieur, c'est sûr qu'au match retour à Yamoussoukro, le coup est jouable. Mais il faut éviter de prendre les gens de haut. Quand vous partez au Nigeria aussi, à River United, encore vous aurez des problèmes de pelouse. La SEC aime évoluer sur un billard. Et quand vous partez dans des pays où la qualité de pelouse n'est pas bonne, ça peut être un handicap pour le jeu de la SEC Mimosa. Mais il faut faire attention. Les Congolais, ils sont vieillissants, ils ont de l'expérience. Les Diables Noirs du Congo-Brazza aussi ne sont pas mal. Donc attention, il faut éviter de jouer avec beaucoup de suffisance, car ce tirage au sort n'est pas forcément un tirage au sort clément.
Parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de situations. Il y a des clubs aujourd'hui étonnants en Afrique qui peuvent éliminer n'importe qui. Peut-être que la SEC va chercher à se renforcer. Ben écoutez, le mercato est là pour cela. Je pense qu'ils ont quand même des joueurs d'expérience avec, comme il a dit tout à l'heure, le milieu de terrain de la SEC qui est très bon, qui est quand même expérimenté, qui sera à son troisième champ à Caïsis Baudelaire, qui a joué au FC San Pedro. Kramo Aubin, Oura Anissé sont passés à l'Africa il y a longtemps, qui sont dans notre championnat. Mais il y a d'autres joueurs que la SEC, comme Zouzoua, qui ont du talent. Mais je veux dire, quand on monte en Ligue des Champions ou en Coupe africaine, le niveau est très haut. C'est bien de battre Denguele, c'est bien de battre Korogo, mais quand on va au niveau africain, les duels sont plus âpres. Là-bas, il n'y a pas de cadeau. Alors certes, il y a peut-être 4 ou 5 joueurs de la SEC qui ont un peu d'expérience, mais le reste de l'effectif doit s'adapter aux rudes batailles continentales. Parce que là-bas, il n'y a pas de cadeau. Si vous faiblissez un temps soit peu, eh bien, vous payez cash. Regardez, vous avez vu quand ils ont joué contre Roya. On a dit que la SEC a été dominée. Mais sur une phase de jeu, à la 57e minute, le but est parti. Au match retour, la SEC a mené, mais dans les derniers instants, ce qu'on appelle dans le football le money time, quand il faut gérer, la SEC n'a pas pu gérer et ont pris un but sur une dernière minute. Donc je veux dire, à ce niveau-là, il n'y a pas de cadeau, c'est l'expérience. Si vous n'avez pas des joueurs attentifs, de la première minute jusqu'à la 90e, et même dans le temps additionnel, vous le payez cash. Et c'est ça le petit mal que la SEC a. Ils ont quand même la stabilité d'un effectif, d'un encadrement technique qui est là depuis plus de 4 ans, c'est bon, mais il faut que la symphonie, les joueurs soient complémentaires et puissent se sacrifier dans les temps forts comme dans les temps faibles. Parce que quand vous jouez sur la scène africaine, c'est le très haut niveau. Merci beaucoup à vous, mon cher Serge Dakouri. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'est le dernier numéro donc, de 3e mi-temps de l'année 2022. On se donne l'occasion de se retrouver tout à l'heure, avant la fin de cette émission. Avec plaisir. Merci. Celui que nous allons recevoir maintenant se nomme Tchétché Aimé Galliogo. Merci de nous rejoindre sur ce plateau, monsieur Tchétché Aimé. Venez donc, prenez place. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Plaisir partagé, mon cher Sébastien. Alors, Tchétché Aimé, lui, a choisi de parler de l'arbitrage. Vous savez qu'à ce niveau, on n'est jamais à 100% satisfait, hein, parce que nous avons vu cela pendant la Coupe du Monde, malgré la technologie mise en place, mais il y a des éléments qui sont aussi discutables. Est-ce que tout va bien ici en Côte d'Ivoire? Avec Tchétché, nous allons parler donc de la qualité de l'arbitrage ivoirien sur le continent africain. Eh bien, Sébastien Ounier, nos arbitres ont de la qualité. Mais pour pouvoir conquérir l'Afrique et le monde, il faudra travailler beaucoup plus. Parce qu'il ne s'agit pas de dire que je suis meilleur en Côte d'Ivoire et sur le plan africain, à les traîner. Le fait est que sur le plan africain, il y a de la rivalité, il y a les meilleurs du continent et du monde qui se retrouvent dans des championnats, j'allais dire, dans les compétitions internationales. Là-bas, c'est la crème. Et donc, il faudra vraiment que nos arbitres travaillent beaucoup plus. C'est ça qui peut faire la différence. Rappelez-vous des hommes comme Gra Bernard, des arbitres qu'on a connus, Bema Doumbia, Senko Zeli, etc., etc. C'est des gens qui nous ont toujours fait honneur. Mais parce qu'ils ont décidé de travailler. Doué Noumandier, j'allais oublier, mon cher ami Doué Noumandier, c'est des gens qui ont pris ça comme un véritable métier et qui y ont mis du sien tout en travaillant régulièrement. En arbitrage, il faut faire des sacrifices. Et ces gens-là, les aînés, leurs aînés, ont compris. Aujourd'hui, avec la VAR, il faut se mettre à jour, il faut se mettre à niveau. Il y a aussi Sharaf Aboubakar. Sharaf Aboubakar, oui, que j'ai oublié de citer. Encore un de vos amis. Allez-y donc. Voilà, il faut se mettre à niveau régulièrement, avec la VAR qui arrive, qui est là. Et dans ces grandes compétitions, les règlements changent tous les jours. Donc, il ne faut pas être à la traîne. C'est pour ça qu'il faut travailler.
Cependant, Sébastien Ognien, je peux vous assurer que, et je le répète, nos arbitres sont très bons. Ils sont bons, mais sur le plan international, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Parce qu'ils ont la chance d'être sélectionnés aujourd'hui. Il y en a 2 qui vont représenter la Côte d'Ivoire. Traoré Kalilou Ibrahim. Tout à fait. Et Adou Herman. Tout à fait. Qui seront au Tchad. Voilà. Traoré Kalilou, lui, vient de la commission régionale d'arbitrage de Bouaké. Oui. Il est agent commercial. Ça fait 10 ans qu'il est dans l'arbitrage. Un peu plus de 10 ans qu'il est dans l'arbitrage. Il est arbitre. Et donc, avec son colissier, vous avez rappelé son nom tout à l'heure. Il s'appelle Adou Herman. Adou Herman. Adou Herman, lui vient de l'Accra d'Abidjan. Ils sont de la même promotion. Oui. Et lui, il est arbitre assistant FIFA. Voilà, donc ils sont sur la bonne voie. Ils sont sur la bonne voie, mais il faut leur rappeler qu'il faut qu'ils soient rigoureux. Il faut qu'ils soient rigoureux. Et puis, il faut avoir la personnalité. Sébastien Ognien, c'est très, très, très important quand un arbitre est rigoureux et a de la personnalité. Parce qu'il y a quand même des points qui vous ont choqué un peu dans ce championnat qui est à sa 15e journée. Il y a eu des actions qui vous ont inquiété. Oui. Et il y a eu l'action de Assec Korogo, 15e minute. C'était Koné Guy Serge qui était l'arbitre ce jour-là. Alors, regardez bien, demandez à nos téléspectateurs de nous suivre régulièrement regardez, sur l'action qui amène le penalty. Le joueur de l'Assec Mimosa a le ballon en pleine surface de réparation. Personne ne le touche, le voilà qui a le ballon, personne ne le touche. Et regardez le plongeon qu'il fait, comme s'il allait se jeter dans l'eau. Ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon. Il n'est pas touché. Là, je crois qu'on est à la 87e minute. Korogo mène 1-0 et l'Assec bénéficie de la largesse de l'arbitre. Ça, c'est mon inquiétude, Sébastien Ognien. C'est mon inquiétude, parce que ces arbitres-là doivent savoir que là, notre Ligue 1 est retransmise partout dans le monde. C'est une vitrine pour nos arbitres qu'ils sont. C'est eux qui doivent représenter la Côte d'Ivoire à travers l'Afrique et dans le monde pour la Coupe du Monde, etc., etc. Donc, ils doivent défendre leur honneur, mais défendre l'honneur de la nation. C'est très important. Et se laisser berner par des gamins comme ça sur un stade de football, alors qu'ils sont à 0 mètre. Et utiliser le mot des joueurs comme ça. Voilà, c'est terrible, c'est inacceptable. Alors, il y a également une autre image, Stade Stella, 14e journée. Oui. L'arbitre, c'était Andouakwa Bleu Didier, oui. CRA d'Abidjan. Alors, voici une autre action. Nous qui sommes plus anciens, on ne peut plus se faire prendre par ce genre d'action. Parce que souvenez-vous de 1982, le match France-Allemagne. Le match France-Allemagne, alors que la France menait 3-1, Harald Schumacher, regardez comment le gardien du Stella sort. Il va cogner sans s'arrêter sur l'attaquant du stade d'Abidjan. Et là, l'arbitre, Didier Bleu, ne dit rien du tout. Ça, ce sont mes inquiétudes. Ce genre de choses, ce sont mes inquiétudes sur le plan africain. Si vous ne sifflez pas ce genre d'action, la VAR va vous le rappeler. Mais après, la commission va siéger. Et puis, c'est vous qui aurez des problèmes. Vous serez certainement rétrogradé. Parce que si vous ne sifflez pas pénalty là, on ne sait pas quel jour vous allez siffler pénalty. Oui, si vous ne sifflez pas pénalty là, sur cette action grossière, on ne sait pas quel jour vous allez siffler pénalty. Donc, vous êtes prêt à fausser le résultat d'un match en oubliant de siffler ce pénalty-là. Ou en donnant un autre, à la SEC Mimosa notamment. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous avez l'avenir du football entre vous-mêmes, messieurs les arbitres. Il faut faire proprement votre travail. Et puis, la SEC Mimosa n'a pas besoin d'être aidée. La SEC Mimosa est leader de loin devant tout le monde. On est à la 14e journée. Il y a une action pareille. Mais que Korogo gagne la SEC, qu'est-ce que ça change dans l'affaire de la SEC? Mais rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Il ne faut pas siffler pénalty quand il n'y en a pas. En plus, il y a les matchs retour. La SEC est toujours devant. Et puis, après 30 jours, ça ne sera certainement pas la fin du championnat. Il faudra attendre un carré d'as. Donc, pourquoi donner l'impression qu'on veut favoriser la SEC qui n'en a pas du tout besoin? Je parlais pour le Stella Club. Je parlais pour le stade d'Abidjan.
Je reviendrai, oui, pareil pour le Stellaire Club d'Abidjan. Je reviendrai longtemps sur cette affaire de pénalty, les 2 pénaltys là, qui m'ont énormément marqué en cette fin de saison, première partie de saison. Alors dites-nous, hein, c'est vrai que ce sont des éléments qui vous ont marqué, mais vous avez des mots quand même d'encouragement pour ces arbitres? Oui, je l'ai dit, ils ont de l'avenir. Parce qu'on les voit tous les dimanches, tous les samedis, tous les week-ends, on les voit sur le terrain, sur le stade Fobagny. Je pense que, je l'ai dit, hein, je dis qu'ils sont bons, ils ont de la qualité. Ils doivent travailler un peu plus. Parce que si vous faussez le résultat d'un match, vous êtes sanctionné immédiatement. Or, vous avez des qualités pour conduire un match pendant 90 minutes sans trembler. Je vous ai parlé de Graf Bernard tout à l'heure. Mais M. Graf Bernard, aucun joueur, aucun dirigeant ne pouvait lui parler. Dans les vestiaires, déjà, vous avez peur de lui. Ce n'est pas un petit joueur, un joueur qui va venir influencer Graf Bernard. Non, Koudou Paul, non. Bema Doumbia, non. Senko Zeli, non. Ça, ce sont les arbitres. Et ces jeunes-là doivent suivre leur exemple, l'exemple de ces aînés-là. Qui sont là, hein? Ils sont bons. Ils sont bons. Il faut qu'ils regardent certains matchs. D'accord. D'accord. Moi, j'ai été arbitré par Vautreau, Michel Vautreau. C'est un spectacle. Les gens saluent aujourd'hui le geste que l'arbitre a fait, un arbitre a fait pendant la Coupe du Monde. On n'en a pas parlé, mais ça aussi, c'est le travail psychologique. Le Camerounais marque un but. Il enlève son maillot. Et l'arbitre vient le saluer. Et puis il fait son travail. Il lui donne un carton rouge. C'est ça, un arbitre. Merci. Merci beaucoup à vous, Tchétché Ebé. C'est moi. C'est le temps de recevoir dans quelques minutes tous les autres consultants sur ce plateau pour en tout cas dire ce que nous pensons du travail qui est fait en ce moment par le ministère des Sports à travers la Direction générale des Sports. Donc nous invitons sur ce plateau tous nos consultants pour donc finir en beauté. Messieurs, nous vous attendons sur ce plateau, c'est maintenant. Merci beaucoup, messieurs, d'être avec nous. Alors, messieurs, dites-moi, le ministère des Sports, à travers la Direction générale des Sports, a décidé donc d'organiser un atelier pour parler de comment préparer les Jeux Olympiques. Est-ce que pour vous, c'est un élément assez important? Je pense que c'est un peu la première fois quand même. Absolument. Il était temps hein, que le ministère des Sports initie ce genre d'initiative, hein, tout simplement parce que pendant longtemps, on a pointé du doigt le manque de préparation de nos différents athlètes dans les différentes disciplines à l'orée de chaque compétition, notamment les JO. Et il était bon, à un moment donné, que tout le monde réfléchisse autour de ça, des moyens à mettre à disposition, du chronogramme à donner, mais surtout de la préparation de nos athlètes. Et je pense que cette initiative-là vient à point nommé. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut perpétuer. Si on veut des médailles, ça se prépare en amont. Il ne faut pas attendre les derniers jours, comme on l'a très souvent fait, pour espérer récolter des médailles et peut-être arrêter aussi un autre cri de cœur, de faire voyager des gens qui n'ont rien à faire aux compétitions et mettre les athlètes dans les bonnes conditions. Alors, c'est Dakouri. Moi, je dirais que mieux vaut tard que jamais. Oui. Mais quand vous voyez des grands pays qui ont la tradition olympique comme la France, comme les États-Unis, ils ont anticipé depuis 2 ans. Les Jeux olympiques, ça se prépare dès la fin du dernier Jeux olympiques. Nous, en Afrique, on attend le dernier moment pour faire du folklore. Je regrette de le dire, mais je veux dire que les Jeux olympiques dans les pays sérieux, dès la fin du premier jeu, on anticipe pour les prochains Jeux. Nous, on attend, on parle d'atelier à 1 an de Paris 2024. Mais regardez Tony Estanguet, qui est le président du comité olympique pour 2024. Depuis 3 ans, tout le monde le voit à l'œuvre. Regardez comment les Français travaillent par rapport aux Jeux olympiques. On prépare les athlètes. Et puis, on parle d'ateliers. Est-ce qu'on connaît les performances de nos taekwondoïdes? Est-ce qu'on connaît les performances de nos athlètes en athlétisme? Est-ce qu'on suit le calendrier des compétitions qu'elles auront en 2023, 2024? C'est par rapport aux compétitions en international qu'on voit la tendance pour voir à quel niveau nos athlètes sont. La dernière... On peut se réjouir, il y a une dernière médaille que vient d'obtenir, une médaille d'or que vient d'obtenir Cissé Cheikh Salah. Il n'y a pas si longtemps, je crois, c'était à Istanbul.
il vient d'avoir, il y a longtemps qu'il rate la médaille d'or. Comment se prépare-t-il en Espagne? Ils sont deux. Leur entraîneur s'appelle Ramos. Ils sont en Espagne, sur une bourse. Comment se prépare Muriel Lauré, Talou Marie-José, le jeune? Comment se préparent nos judokas? Regardons, faisons le listing de tous toutes nos fédérations qui seront olympiques. Depuis 2022, 2023, dans quel état sont-ils? Ce n'est pas en faisant un atelier maintenant là qu'on dira est-ce qu'ils ont le listing de la forme du moment de nos athlètes. C'est important. Mais l'initiative est bonne, mieux vaut tard que jamais. D'accord. Moi je dis, on a toujours un déficit car on attend toujours le dernier moment en Afrique pour pouvoir préparer les athlètes. Bagua Diop. Ben, écoutez, Sébastien, je voudrais remercier Kadek Yavogui. Vous savez, à troisième mi-temps, nous sommes très solidaires. Donc, par rapport à ce tour de mémoire, je le remercie de m'avoir rappelé ces deux défaites face à la France et à l'Angleterre. Mais Sébastien, il y a de quoi oublier une défaite face à la France. Voilà, champion du monde en 2018 et vice-champion du monde. Et puis une défaite face à l'Angleterre. Vous prenez une raclée face à l'Angleterre à Wembley 3-0. Eh bien, ça, c'est pas un crime de l'oublier, mais il y a des défaites qui ne s'oublient pas. Voilà, donc on peut bien comprendre. Pas revenir sur le Burkina. Pourquoi ce qui peut expliquer ce tour de mémoire. Merci Kader, mais la défaite passe au Burkina. Il faut bien qu'elle te dise quelque chose. Ceci dit, Sébastien, je pense que il est heureux que le ministère organise vraiment cet atelier. Vraiment, cet atelier est le bienvenu. Les réflexions qui ont été menées, je souhaite qu'elles soient véritablement mises en œuvre parce que l'année 2023, c'est une année très importante pour le sport ivoirien. C'est vrai que, la Coupe d'Afrique des Nations a été remise à janvier 2024, mais déjà, nous avons le CHAN au mois de janvier. Et puis, au mois de juillet, début août, nous avons, comment on appelle, les Jeux de la francophonie, normalement à Kinshasa, qui doivent avoir lieu. Et c'est des Jeux multisports. Donc, il faudrait que la Côte d'Ivoire soit prête pour cette échéance-là. Et juste après les Jeux de la francophonie, nous avons les Jeux africains qui auront lieu à Accra. Et là, Sébastien, la Côte d'Ivoire doit sortir le grand jeu. La Côte d'Ivoire doit sortir les grands jeux. Vous savez, nos disciplines leaders, c'est l'athlétisme et puis le taekwondo. Là, nous devons être présents, mais également, n'oubliez pas qu'au Maroc, on avait eu des médailles, comme on appelle, au tir à l'arc. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, c'est un pays multisport, un pays qui brille dans presque tous les domaines. Et donc, le ministère a organisé cela, c'est très bien. Et que j'espère qu'on va prendre au sérieux ces Jeux africains-là. Nous devons briller là-bas aussi. Et puis, n'oubliez pas le championnat du monde de basket qui s'annonce aussi en 2023. Il y a du boulot au ministère des Sports. Il faut dès maintenant commencer à préparer l'argent. Il ne faut pas qu'on attende à un mois pour dire qu'il n'y a pas de blé. Oui, alors Sébastien, moi je suis très heureux. Même si ici prennent maintenant au niveau du ministère, c'est toujours bon. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et je pense qu'au ministère des Sports, ils ont pris conscience, ils ont mesuré l'envergure de ce qui les attend. Ce qui les attend, c'est les JO. Et nous avons tous intérêt à les accompagner et à nous mettre dans la peau de nos athlètes pour les supporter. Et ce l'atelier qu'ils viennent de faire est très, très important pour moi. Pour vous que les décisions qui ont été prises là-bas, qui vont être prises, soient suivies, mais allègrement. Il ne faut pas que des décisions soient toujours prises dans les séminaires et qu'après ces séminaires-là, les résultats, on les mette dans les tiroirs. Ce n'est pas bon. Et aujourd'hui, moi, je voudrais saluer ces responsables du ministère des Sports qui sont en train de faire ce travail, qui sont en train de réveiller tous les sports pour le bonheur de la Côte d'Ivoire. Alors, c'est une très bonne chose pour toute cette famille du sport ivoirien. Oui. Les JO, c'est quand même en août 2024. Oui. Donc, écoute, ça fait un mois, ça fait un an et demi quand même. On se prépare avant. Non, je pense qu'on a le temps. Non, on n'a pas de temps. On n'a pas de temps. Vous remarquez que la plupart, c'est toujours les mêmes nations qui sont leaders. Chine, Japon, États-Unis. Parce que je vous dis, ils vous le disent. Les Jeux Olympiques, ça se prépare dès la fin de la... Nous étions à Rio. On a eu une médaille d'or, une médaille de bronze. Avec Cissé Cheikh Salah et Gbagbo Iruit. À Rio. À Rio. En Japon, on a eu 2 breloques, 2 médailles de bronze. Donc je veux que quand on fait un bilan, il faut une médaille de bronze. Il faut faire un bilan pour progresser.
De la médaille d'or à la médaille de bronze en 2016, on a régressé en une médaille de bronze. Ça, donc maintenant, 4 ans plus tard, on sera en France. Ça, quand même, il vaut mieux qu'on tire le bilan des Jeux Olympiques passés pour avancer. Il faut avoir d'abord beaucoup de qualifiés. Mais au-delà de ça, c'est de préparer la relève. C'est ça qu'il s'agit. Oui, mais justement. Ça doit aller au-delà même d'une simple compétition. Il faut que derrière les Cissé Chaksala, derrière les Babirut, il faut que derrière ça puisse pousser. Il faut entretenir cette flamme-là au niveau des fédérations sportives. Non. Parce que c'est là. C'est là le bas blessé. Au niveau du taekwondo, il y a la relève. Quand vous voyez Traoré, juste un dernier mot. Au niveau du taekwondo, il y a la relève. Mon dernier mot pour la préparation de ces JO 2024, il faudrait aussi vraiment travailler sur le mental, il faudrait aussi travailler sur la moralité de nos athlètes qui vont aller en France passer de grâce. Il ne faut pas qu'on apprenne qu'il y a des athlètes ivoiriens qui sont restés en France. Il faut qu'ils reviennent tous en Côte d'Ivoire. Et donc, il faut véritablement choisir des athlètes de haut niveau, des professionnels qui vont mouiller le maillot pour la nation ivoirienne et qui vont revenir chez eux. Nous ne voulons pas de faits divers. Et sur ce plan-là aussi, j'espère qu'à ces séminaires-là, on a pris cet aspect-là en compte pour ne pas qu'on aille souiller l'image de la Côte d'Ivoire au pied de la Tour Eiffel. D'accord. Messieurs, vous savez que toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, je suis obligé de vous dire que c'est ici qu'on va s'arrêter. Déjà. Pour ce dernier numéro de l'année 2022. Ah bon. Nous avons eu beaucoup de plaisir à travailler avec tous les techniciens. Ah oui. Ben Boka Séraphin, en tout cas, merci pour tout ce que tu as fait pour la réussite de cette émission. Nous avons Seri Roma, nous avons Aouleti et tous ceux que nous ne pouvons pas citer parce que nous n'avons pas tous les noms, mais je sais que chacun a donné le meilleur de lui-même pour que troisième mi-temps demeure et que troisième mi-temps aille toujours de l'avant. Que Dieu nous protège et qu'il nous accompagne jusqu'à la fin de cette année 2022. Bonsoir et bonne suite de programme sur RTI2.